que Jean-Michel Blanquer est entré rue de Grenelle. Enfin, il y était déjà entré, il était ressorti, puis il est revenu. C'est bien cette deuxième voie, la protocolisation du métier, hein, qui est empruntée. Les professeurs des écoles sont traités en exécutantes et exécutants et sont donc progressivement délégitimés, désarmés. Depuis un an, l'enseignement explicite, donc je mets des guillemets à mon propos, l'enseignement explicite se déploie dans toutes les académies, dans un nombre de plus en plus important de formations imposées. Mais en fait, de quoi s'agit-il? D'une explicitation des malentendus scolaires pour les enseignants comme pour les élèves? Pas vraiment. Roland Guagou, qui a fait sa dernière intervention à un stage de la FSUS NUIPP 64 il n'y a pas très longtemps, euh, en parlant de cet enseignement explicite qui est en train de se déployer, employer les mots de hold-up sémantique, puisque pour désigner donc ces, ces méthodes, ces pratiques qui nous tombent dessus, car en réalité, il s'agit plus de techniques d'instruction directe qui nous arrivent du Canada par son promoteur en chef, Steve Bissonnette. Je m'arrête là. Donc, merci beaucoup, Jean-Yves Rochex, d'avoir accepté notre invitation pour expliciter avec nous, pour nous, ce qu'est l'enseignement explicite dans un moment donc de très, très, très grande confusion. Merci beaucoup, Jean-Yves, d'être là. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer donc d'expliciter un certain nombre de choses et de controverses, hein, y compris parce que Roland Guagou, qui vient d'être évoqué, utilise le terme de hold-up sémantique, ce que je partage complètement, mais je pense qu'à cette idée de hold-up, il faut ajouter qu'on est actuellement dans un contexte d'intimidation scientiste. Pardon. Voilà. D'accord, ça va mieux comme ça? Voilà. Donc, je voudrais ajouter à l'expression hold-up sémantique qu'utilise Roland, ce qui, à mon sens, relève aussi de l'intimidation scientiste, qui, peut-être sans doute à partir de questions pertinentes, voudrait imposer un protocole et même l'exclusivité d'un protocole, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Donc, on pourrait dire cette question de l'explicitation. Alors, enseigner plus explicitement ou enseignement explicite, hein, je vais revenir sur la distinction entre les deux, c'est une thématique croissante. Hein, janvier 2014, quelques citations. Donc, dans le référentiel pour l'éducation prioritaire, il est écrit, je cite, garantir l'acquisition du lire-écrire-parler et enseigner plus explicitement les compétences que l'école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun. Et en janvier 2015, c'est assorti, ce référentiel, de la publication par la DGESCO de l'époque, dirigée par Jean-Paul Delahaye, d'un dossier, d'un document qui s'appelle Enseigner plus explicitement. Et en même temps, le Centre Alain Savary de l'IFE publie un document du même titre. Vous pensez que c'est une préoccupation qui n'est pas réservée à l'éducation prioritaire, hein, je cite le BEN, le BO du 23 avril, je vous laisse lire, comme ça je gagne un peu de temps pour essayer de ne pas trop déborder. Alors, préoccupation qui vaut en France comme ailleurs, donc vous avez une photo du document de la DGESCO enseigné plus explicitement, un document qui s'appelle l'enseignement explicite, de quoi s'agit-il, pourquoi ça marche et dans quelles conditions, publié 2022 par le SCSEN, Conseil scientifique de l'éducation nationale, sous la plume de Pascal Bressou, qui est un collègue professeur des universités. Je reviendrai là-dessus parce que je pense que en publiant ça, il n'a pas fait honneur à son titre, mais il vaut mieux que ça, Pascal. Voilà. Et puis, vous avez un document publié au Québec qui s'appelle Apprendre et enseigner aujourd'hui, qui est consacré à l'enseignement explicite, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et à propos d'un article de Serge Bissonnette et autres. Pareillement, l'Université de Mons, hein, donc avec
On a une sorte d'international francophone de l'enseignement explicite, hein, qui part du Québec en s'appuyant sur des travaux anglo-saxons, qui passe par la Belgique avec l'Université de Mons et quelqu'un comme Marc Demeuse aussi, qui est membre aussi du Conseil scientifique d'éducation nationale en France, mis en place par Blanquer, et puis qui évidemment est aujourd'hui très prégnant en France. Alors, enseignant explicitement, plus explicitement ou enseignement explicite, est-ce que c'est un manque ou une pratique évidente? Ben, vous avez les deux aspects qui montrent bien qu'on ne sait pas toujours très bien de quoi on parle. Le rapport Armangine sur l'éducation prioritaire qui dit, voilà, au collège comme à l'école primaire, les élèves de l'éducation prioritaire souffrent plus que tout autre de la pédagogie invisible ou implicite, hein. La pédagogie invisible, c'est un terme emprunté à Bernstein, j'y reviendrai, laquelle pédagogie invisible crée le désarroi chez les élèves et l'incompréhension de leur famille. Voilà. Et puis en même temps, des enquêtes menées par l'ADEP, donc l'enquête EPOD sur les pratiques d'enseignantes des professeurs d'école ou des professeurs de collège, qui nous dit, voilà, l'explicitation est une pratique très fortement adoptée à tous les niveaux d'enseignement. Si vous lisez d'information, on ne sait pas très bien à quelles questions ce constat est censé répondre. Voilà. Mais en attendant, ça montre bien qu'il faut nécessaire d'un peu mieux creuser de quoi on parle. Alors, deux approches différentes, ou trois approches différentes sur cette question-là, de explicitation ou enseignement explicite. Alors là, je cite, et ce n'est pas nouveau, un travail qui a été fait en 2018 par un collègue qui était à l'époque, je ne sais pas ce qu'il est devenu, hein, il s'appelle Sylvain Joly, qui était IEN dans la Drôme, hein, et qui avait publié dans un document de sa circonscription en disant, voilà, depuis quelques années, le vocable pédagogie explicite est utilisé par plusieurs courants de recherche au risque de malentendus. Donc, une première acception donc popularisé par le Canadien Steve Bissonnette, mais ils sont plusieurs, hein, qui prône l'instruction directe basée sur des travaux anglo-saxons sur lesquels je vais revenir. Une autre ancrée dans des travaux de psychologie d'apprentissage et de didactique qui est référée donc à Roland Guagus in Vicem, on pourrait y revenir. Et puis la troisième qui réfère pour Sylvain Joly aux travaux qu'on a pu mener dans Escole ou Reseda, mais ces travaux ne sont pas limités à Escole et Reseda, loin de là, heureusement d'ailleurs. Donc, on va revoir, et évidemment, les travaux de Roland et Sylvie Seb et les nôtres sont plus proches que les travaux de Québécois ou anglo-saxons. Alors, controverse, voire anathème, hein, je cite, document de la DGESCO 2016, hein, enseigner plus explicitement, hein, l'expression, c'est pas enseignement explicite, hein, c'est enseigner plus explicitement, tel que présenté dans le référentiel de l'éducation prioritaire, recouvre un ensemble de gestes, de postures, de pratiques pédagogiques à conduire dans le quotidien de la classe. Il ne saurait être réduit ou assimilé au seul concept d'instruction directe venu du continent nord-américain, donc c'est évidemment le courant Bissonnette qui est visé, qui correspond à une méthode spécifique et systématique d'enseignement. En revanche, de l'autre côté, on peut lire sous la plume, dans le document que je vous ai montré la photo tout à l'heure, sous la plume de Bissonnette et autres, ceci, donc l'injonction à enseigner plus explicitement n'est pas conforme à l'enseignement explicite de Rosenstein. Rosenstein est un chercheur américain qui sert de référence à ces travaux-là, et on caractérise les publications des Français, donc aussi bien la DGESCO que les travaux de chercheurs ou des travaux dans le document de l'IFE, il y a beaucoup de travail, beaucoup de citations de travail de Jacques Bernardin, qui est à la fois chercheur et responsable d'un mouvement pédagogique. Donc nous sommes qualifiés de cousins français à la dérive. Acceptons de dériver. Alors, quelques éléments de contexte, je vais aller vite quand même, mais qui montrent que cette question mérite d'être traitée, même si les réponses qu'on lui propose méritent d'être débattues. On voit bien qu'on a à la fois une prolongation des scolarités, une exacerbation des enjeux scolaires, un accroissement des inégalités d'acquisition, et pas simplement de parcours, malgré une certaine harmonisation des parcours. Et ce qui est très marquant ces dernières années, c'est qu'on peut avoir des parcours moins inégaux dans toute l'école commune primaire, collège, mais des acquisitions plus inégales. C'est-à-dire qu'est-ce que savent les élèves ou qu'est-ce qu'ils ne savent pas. Alors ça, on le mesure dans des enquêtes que j'ai évoquées, avec donc une démultiplication, je ne fais pas dans l'ordre de mes items, une démultiplication, une sophistication croissante
des enquêtes sur les acquisitions des élèves, qu'on appelle parfois performance, ou résultats, outcomes. Voilà. Alors, les enquêtes nationales de l'ADEP, les enquêtes internationales, PISA, mais il y en a d'autres, hein, Peirce, Teams et autres, et les travaux sur les effets maîtres ou les effets établissements, hein, qui montrent que dans une certaine proportion, dans les processus de production d'inégalités scolaires, dans la mesure des inégalités scolaires, eh bien, il y a un effet école ou un effet maître, ce que les anglo-saxons appellent teacher masters ou school masters, c'est-à-dire que le fonctionnement du système éducatif de la conception de son fonctionnement jusqu'à l'ordinaire des classes a une part dans la production d'inégalités scolaires. Et je crois que c'est une question qu'il faut affronter politiquement, syndicalement. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une posture de culpabilisation des enseignants quand on dit ça. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut y travailler de manière réflexive. Et toujours dans ce contexte-là, on voit bien on assiste à un glissement ou à des glissements successifs qui méritent d'être au moins élucidés, éventuellement dénoncés, où on glisse de l'évaluation des produits, entre guillemets, de l'éducation, c'est-à-dire les résultats des élèves, à une évaluation des producteurs. Voilà. C'est-à-dire, y compris avec les discussions que j'aurai tout à l'heure sur effet maître ou effet établissement, et de nécessité de ne pas confondre explication statistique et explication causale. J'y reviendrai, c'est pour essayer de vous mettre un peu en appétit. Mais on a aussi un glissement des enquêtes comme outil de connaissance à des enquêtes comme levier de changement, et du rôle qu'on veut faire jouer aux chercheurs comme campant sur des postures de recherche et de production de connaissances, ou glissant sur des postures d'experts ou de conseillers du prince. Et évidemment, quand le prince veut avoir des conseillers, il trie les conseillers qu'il veut avoir en fonction des réponses qu'il propose d'avoir, confère la composition du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Alors, des préoccupations communes à toute cette affaire-là. Donc, lutter contre les inégalités, au moins affichées, hein, parce qu'elles sont réelles, ça reste à discuter, et notamment, pas simplement les inégalités de parcours, mais aussi les inégalités de performance, et les unes sont de moins en moins identifiables aux autres. Voilà. Prendre en considération, je l'évoquais, que toutes les pratiques, tous les outils, toutes les politiques ne se valent pas du point de vue aussi bien de l'efficacité des apprentissages que de la production des inégalités. Je disais, voilà, c'est une question qu'il faut traiter sans culpabilisation ni des uns ni des autres. Voilà. Et puis d'élargir les échanges, les possibilités de collaboration entre recherche, politique et praticiens, comme on dit, comme si la politique ou la recherche n'était pas aussi une pratique. Voilà. Voilà. Donc, mais on voit bien comment cet élargissement, et en particulier les rapports entre recherche et politique, peuvent être mis au service, hein, et Rachel l'évoquait, d'une visée d'approfondissement de la professionnalité enseignante dans ses dimensions individuelles et collectives, ou au contraire, dans une logique de promotion de pilotage par les résultats, de prescription de protocoles ou de supposées bonnes pratiques, voire de pilotage par les résultats dans un marché ou un semi-marché scolaire, mettant les établissements de plus en plus en concurrence. Ça vaut moins pour le primaire que pour le secondaire dans notre pays, mais néanmoins, ça existe. Alors, deux courants de recherche qu'on peut un peu distinguer sur ces questions-là. Hein. Le premier, qui sont visibles très explicitement, pour le coup, en France ou en Angleterre. Le premier, qui est plutôt d'inspiration sociologique, hein, Rachel l'a rappelé tout à l'heure, dans l'affiliation, mais pas simplement affiliation, mais aussi un peu dans une certaine rupture avec les travaux de Bourdieu. Hein, j'évoque un des travaux anciens de Bourdieu. Bourdieu parlait dès 1966 de l'indifférence à l'égard des inégalités réelles devant l'enseignement et devant la culture enseignée ou plus exactement exigée. Voilà. La nuance est grande. L'idée là, hein, qu'il commente après, c'est qu'on exige des choses qu'on n'enseigne pas forcément aux élèves. Et donc, c'est ce qu'il appelle le malentendu qui hante la communication pédagogique. Et la formule classique de Bourdieu-Passeron dans la reproduction, voilà, hein.
En ne donnant pas explicitement ce qu'il exige, le système d'enseignement exige uniformément de tous ceux qui l'accueillent qu'ils aient ce qu'ils ne donnent pas. Grosso modo, l'école, le système éducatif fonctionne en termes de délit d'initié pour une part, c'est-à-dire on demande aux élèves de savoir faire des choses dont qu'on ne leur enseigne pas, qu'on n'exerce pas, voire même dont on ne thématise pas qu'ils devraient être objet d'enseignement ou objet d'entraînement. La même chose chez Basil Bernstein, qui est un sociologue anglais. Vous avez peut-être eu le temps de lire la citation, je ne la commande pas. Éventuellement, le PowerPoint pourra circuler s'il ne circule pas trop. Voilà. Et puis, on a un autre courant qui, donc les travaux anglo-saxons sur l'école ou l'enseignement efficace, qu'on appelle la School Effectiveness Research, donc la recherche sur l'école efficace ou l'enseignement efficace, avec donc cette idée qu'il faut évaluer la qualité d'une école, mais ça peut être aussi la qualité d'un enseignant, d'après ses résultats, et que donc il faut que les politiques éducatives aujourd'hui soient définies par pilotées par les résultats plutôt que par des normes a priori ou par des finalités politiques. Et c'est la revendication d'un pragmatisme centré sur ce qui marche. Voilà, le mot secret, le mot magique dans les travaux anglo-saxons de cette sorte, c'est what works, qu'est-ce qui marche, what works better, qu'est-ce qui marche le mieux, et donc avec la mise en évidence à propos de ce type de démarche que le poids de l'école, de l'établissement ou de l'enseignant est pour une part dans ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Alors, avec une citation, avec cette revendication de ce courant d'être en fait plus révolutionnaire que la sociologie critique, parce que outillant ou visant à outiller les élèves sur ce qui marche, plutôt que de ruminer sans cesse sur les inégalités sociales en matière d'éducation. C'est la citation en anglais que je vous ai mise ici. Donc je vais commencer par cette approche-là, parce que mon propos sera déséquilibré pour discuter cette approche-là, plutôt que l'autre approche, parce que c'est celle qui, justement, qui nourrit le rouleau compresseur auquel nous sommes confrontés, et vous encore plus que les chercheurs. Donc, en prenant donc l'approche québécoise, qui est celle qui se nourrit, qui est la prônée aujourd'hui de manière très très forte, voilà, avec donc cette idée que par le terme enseignement explicite, il s'agit d'éviter l'implicite et le flou qui peuvent nuire à l'apprentissage. Jusqu'ici, je ne vois pas qui pourrait être en désaccord. Ce qui passe par les actions de dire, de montrer, de guider les élèves dans leur apprentissage, et avec donc des préconisations, voire des prescriptions sur avant la leçon. Donc je cite, alors je cite un article de Bissonnette et Gauthier, il y a un troisième auteur qu'on a publié dans la Revue française de pédagogie dès 2007. Une revue scientifique se doit de publier des travaux, y compris qui donnent lieu à controverse. Donc, il s'agit d'énoncer l'objectif d'apprentissage, idéalement formulé de cette manière. À la fin de la leçon, vous serez en mesure de, avec un verbe d'action et un complément d'objet. Il s'agit donc de faire acquérir des habiletés caractérisées par des comportements observables. Donc, c'est une citation de Eisenstein, qui est l'auteur de référence de Bissonnette et autres. Avec donc la préconisation ou la prescription d'une leçon en 3 étapes, un modelage, c'est l'enseignant fait, mais je vais y revenir, pratique guidée avec feedback, puis pratique autonome. Donc, modelage, hein, l'enseignant, voilà ce que nous prescrivent ou nous recommandent les tenants de cette approche, l'enseignant se montre en train d'exécuter la tâche tout en énonçant le raisonnement ou là où les procédures suivies, comme s'il mettait un haut-parleur sur sa pensée. Il s'agit de penser tout haut, et donc, toujours Rosenstein, hein, le maître modèle et pense à haute voix, et dès lors, l'élève pratique. Voilà, il suffit de montrer et le modelage opère. Il y a très longtemps, un inspecteur général de philosophie disait il suffit que l'enseignant pense dans la classe de philosophie et les élèves pensent. C'était Léon Louis Gratteloup pour on a envie de dire si seulement.
Voilà. Alors, ce qui n'exclut pas pour autant, ne caricaturons pas ce que disent ces chercheurs, à l'enseignant, ça n'exclut pas que l'enseignant aille chercher de l'information à propos de la compréhension des élèves, puisqu'il est bien précisé, il faut s'assurer de cette programmation. La pratique guidée qui doit suivre le modelage et la pratique autonome doivent porter sur des tâches semblables à ce qui a été effectué à l'étape du modelage. Donc, pratique guidée, c'est-à-dire l'élève fait guider par l'enseignant et par les feedbacks qu'il peut donner sur la pratique de l'élève. Et une fois la pratique guidée acquise, alors la pratique autonome est capable de s'installer. Et principe de base aussi pour ses collègues, la programmation des enseignements et l'organisation des leçons doivent aller du plus simple au plus complexe. Il s'agit, je cite Bissonnette, de décomposer le savoir ou la compétence à faire acquérir en composantes plus simples, de présenter la manière de façon fractionnée. Euh, mais la définition du simple ou du complexe, on la cherche. Voilà. J'y reviendrai. Et donc, pour autant, ses collègues se défendent de revendiquer ce qu'ils appellent de prôner l'enseignement dit traditionnel. Hein. En revanche, ils disent que leurs travaux scientifiques sur l'efficacité des pratiques enseignants montrent que les pratiques qu'ils nomment alors, au choix, pédagogie nouvelle, constructivisme, socio-constructivisme, pédagogie de la découverte, paradigme de l'apprentissage, tous ces termes sont utilisés de manière quasi équivalente sans jamais être définis ni appuyés sur des travaux comparatifs, que tout cela est plutôt négatif ou moins efficace que la pratique qu'ils préconisent. Alors, présentation qui est présentée comme efficace, en particulier pour les élèves défavorisés, quels que soient les contenus d'enseignement. Et voilà, toujours Bissonnette, hein, elle est particulièrement appropriée pour favoriser l'apprentissage de la lecture, des mathématiques, de la grammaire, de la langue maternelle, des sciences, de l'histoire et en partie des langues étrangères. On ne sait pas très bien pourquoi en partie, là, mais l'enseignement explicite et systématique est également profitable à tous les élèves. Voilà. Et les habiletés complexes relèvent du même mode d'enseignement, une fois acquises, les habiletés de base nécessaires, puisqu'il n'y a entre elles, pour ses collègues, qu'une différence de degré et non de nature. Donc une approche indifférente au contenu d'enseignement, puisque ça vaut partout, c'est facile, et qui ne repose, la différence des travaux, d'autres travaux qui ont été évoqués, ni sur une analyse didactique ou épistémologique des obstacles à l'acquisition de ces contenus qui seraient liés à ces contenus. Par exemple, la transformation du rapport au langage que nécessite l'entrée dans l'écrit par rapport à la pratique orale. J'insiste pas, les travaux de Roland et Sylvie Seb ont largement documenté cette question-là, mais ça ne repose pas plus sur une analyse des conduites et des difficultés des élèves, de leur rapport au savoir ou à l'école, ce que dans les débats anglo-saxons, les chercheurs anglo-saxons ont beaucoup plus de controverses que nous. En France, on publie les uns à côté des autres, on discute rarement les uns avec les autres. Dans les pays anglo-saxons, en particulier en Angleterre, ça y va et c'est très bien comme ça. Et donc, certains critiques anglo-saxons discutent et critiquent cette approche de l'enseignement efficace en disant qu'elle est simplificatrice à l'excès, hein, donc oversimplification, c'est-à-dire hein, c'est censé valoir quels que soient les élèves, quels que soient les contenus. Voilà. Alors, ces collègues nous disent que cette approche, l'enseignement explicite, est validée par la recherche. Alors, comme je parlais d'intimidation scientiste, il vaut la peine d'y regarder pour pouvoir résister à cette intimidation scientiste. Alors, trois registres de recherche. Donc, trois registres, le recours à l'appui sur la psychologie cognitive, des travaux ou des études expérimentales ou quasi expérimentales, et puis ce qu'on appelle les méta-analyses ou les méga-analyses, c'est-à-dire des travaux visant à synthétiser des dizaines d'autres travaux sur un niveau de généralisation plus grand. Alors, quelle psychologie cognitive?
on voit bien, c'est que les travaux que citent ses collègues à l'appui de leurs préconisations sont des travaux de psychologie cognitive, pour l'essentiel, qui sont des travaux de traitement de l'information, avec l'idée que le cerveau humain et la mémoire de travail n'est capable de traiter qu'un nombre d'informations, à la fois qu'un nombre d'informations limité, 7 ou 8 informations, avant que ça passe en mémoire à long terme, et que donc, s'il y a trop d'informations, si les situations sont trop complexes, le cerveau et la capacité de traitement d'informations dans la mémoire de travail est trop grande pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Donc, et on voit bien qu'on a là une conception, par ailleurs, hein, une conception de l'apprentissage qu'on appelle behavioriste, comportemental. Je vous rappelle, être capable de, hein, il faut que on puisse nommer, retrouver la formule. Hop, 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 voilà. À la fin de la leçon, vous serez en mesure de, il s'agit de faire acquérir des habiletés caractérisées par des comportements observables. La focalisation sur des comportements observables du point de vue de la psychologie cognitive est assez massivement une psychologie de type behavioriste. Il n'est d'objets de science que des objets observables, éventuellement mesurables. Et étapiste au sens, hein, il faut aller du simple au complexe sans que la question du simple soit présentée comme pouvant faire l'objet elle-même de réflexion, de controverse ou de recherche. Et donc, peu de différence entre les différents niveaux d'organisation et de conceptualisation. Hein, le complexe ou le simple, c'est de même nature, mais simplement de degrés différents. Et Rosensheim va jusqu'à qualifier la métaphore ou la comparaison de concept simple. Je lui laisse la responsabilité de cela. Encore une fois, voilà, les conceptions peu théorisées, qu'on peut considérer, que moi je considère comme simplistes, de ce qui serait le simple ou le complexe et de leur rapport, ou des rapports entre éléments et sens. Alors regardez le document que Pascal Bressou a publié, voilà, où on nous dit, bah, grosso modo, voilà, le sportif comme le musicien, bah, ils font leur gamme, et puis après, quand ils ont atteint un niveau de performance, eh bien, le sens de leur activité survient sur la base de ces habiletés, de la même manière qu'on pourrait penser que la compréhension d'un texte pourrait résulter de l'addition de la compréhension de chacun des mots ou de chacune des phrases qui composent le texte, au mépris, hein, de la grammaire discursive et pas simplement de la grammaire phrastique ou du lexique, la compréhension du lexique, et du fait que la grammaire du discours, la grammaire des textes, contribue à donner sens à l'activité de lecture, de la même manière que la compréhension des usages sociaux de la lecture contribue à donner du sens à l'activité au-delà, mais pas forcément au détriment, de l'acquisition du système de correspondance écrit-oral et du décodage et de l'encodage. Donc on a là des choix de psychologie cognitive qui sont considérés comme allant de soi, alors qu'au sein même de la psychologie cognitive et des apprentissages, il existe bien d'autres approches qui insiste moins sur le traitement de l'information que sur la construction des significations, ce qui n'est pas la même chose. Et je vous renvoie alors aux travaux de Brunner en particulier, qui vient de la psychologie cognitive et qui la critique de ce point de vue-là, qu'il a critiqué puisqu'il est malheureusement décédé il y a quelques années, et puis aussi sur le fait que au-delà du traitement de l'information, le fonctionnement cognitif, c'est la pensée, fonctionne aussi par réorganisation, intégration, changement donc, du rapport aux informations que l'on a appris. Et là, je vous renvoie à des travaux. Alors, David Olson, c'est un Canadien, ou comment il s'appelle Sander, Emmanuel Sander, voilà, merci, qui est un collègue qui est maintenant à Genève. Alors, des travaux de type expérimentaux. Alors, la grande enquête sur laquelle se fonde Bissonnette et compagnie, c'est une enquête menée aux États-Unis qui s'appelle Follow Through, hein, qui a été menée. J'ai sauté une diapo. Ah, pardon. Voilà.
menée dans les fin des années 60 aux États-Unis, hein, dans le cadre d'une politique qui visait à briser le cercle de la pauvreté, dont on nous dit que c'est la plus vaste expérimentation à grande échelle jamais effectuée dans le domaine de l'éducation en Occident. Et cette enquête a consisté, donc le Department of Education aux États-Unis a demandé à des promoteurs de protocoles ou de dispositifs de proposer des modèles de pratiques enseignantes que l'on pourrait comparer en les mettant en œuvre dans des écoles avec des écoles témoins, de manière à mesurer leur valeur ajoutée, hein, parce que c'est le mot d'ordre, c'est-à-dire de voir comment les unes et les autres produisaient des résultats chez les élèves différenciés et pour pouvoir montrer quels étaient les plus efficaces, décidément. Alors, ça vaut le coup de regarder, alors je vous invite à regarder ce que Bissonnette en dit dans la revue française de pédagogie, mais aussi peut-être dans d'autres enquêtes. Il y a une grosse critique dans un article de la Harvard Education Review, où donc, d'un article à l'autre concernant cette expérimentation, le nombre de modèles ou d'approches expérimentées varie, au point que Bissonnette nous dit, voilà, parmi la vingtaine d'approches pédagogiques répertoriées, l'effet de 9 modèles les plus populaires a été analysé dans le rapport final. Voilà. Donc on avait 20 au départ, 9 au bout d'un moment, et puis tout de suite après, Bissonnette ajoute, de manière globale, ces 9 approches peuvent être divisées en deux grandes catégories, approches centrées sur l'enseignement ou approches centrées sur l'élève, ces dernières étant centrées soit sur la dimension cognitive des élèves, soit sur leur dimension affective. Vous voyez, on passe de 20 catégories de pratiques à 9, puis à 2. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd en passant de l'une à l'autre? C'est une question majeure qui n'est jamais discutée et sur laquelle je pense qu'il est absolument vital de discuter. Et donc, on évalue les résultats des élèves sur la base de travaux de, de tests de plusieurs natures, et les résultats montreraient, selon les auteurs, la supériorité des approches centrées sur l'enseignement, en particulier le modèle d'instruction directe, sur les autres modèles. Alors, cette étude mérite d'être discutée pour ce qu'elle est, parce que si on regarde comment les recherches sont menées, ça permet de savoir à quel niveau de généralisation on peut considérer leurs résultats. Quelle généralisation on peut faire à partir de leurs résultats. D'une part, cette recherche, les pratiques qui ont été expérimentées ont été choisies non pas par les équipes enseignantes, mais par les parents des élèves. Les parents d'élèves. Donc on peut se demander quel est le rapport réel, effectif, entre le choix d'un modèle et la manière dont les enseignants, plus ou moins contraints, plus ou moins volontaires, ont mis en œuvre ces pratiques. De la même manière, à quel niveau on évalue les résultats? Au niveau des élèves, des classes, des écoles, et selon qu'on regarde à l'un ou l'autre niveau, le caractère statistiquement significatif des résultats n'est pas le même. À certains niveaux, il est significatif statistiquement, à d'autres, il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il est dans la marge d'erreur. Troisième chose, sur cette étude même, les résultats même de cette étude, les variations inter-écoles, je me suis trompé, les variations intra-école, intra-site, il y a une erreur, sont plus grandes que les variations inter-école. C'est-à-dire qu'il y a plus de variations dans les résultats obtenus par différentes classes dans une école ou par différents élèves d'une même école que de variations entre les écoles. Donc, on ne voit pas, donc, du point de vue de la part de la variance. Donc, ça interroge sur qu'est-ce qui n'est pas mesuré par cette enquête et qui produirait de la variation intrasite ou intraclasse. Et cette variation plus grande intra qu'intersite
est, pour certains auteurs, la raison pour laquelle on est passé de 20 à 9, puis à 2 catégories de pratiques dont on dit qu'on veut à mesurer les effets ou l'efficacité. Alors ensuite, les méga-analyses, alors je vais essayer d'accélérer parce que sinon je ne vais pas manger mon temps. Les méga-analyses, c'est des méthodes de recherche alors, très développées dans les pays anglo-saxons, peu en France, très développées, on nous dit en médecine, mais en fait, ce n'est pas en médecine, c'est en pharmacologie. C'est pas la même chose. Voilà. Et où on vise à regarder et à compiler des résultats de recherche de premier degré, de type expérimental tel que je viens d'évoquer, et en prenant 10, 15, 20, 50, et en faisant un traitement statistique de second degré sur les résultats de ces enquêtes, pour pouvoir monter en généralité et produire des résultats qu'on présente comme plus robustes. Voilà. On prend 50 études sur l'efficacité des méthodes d'enseignement de la lecture, on essaie de construire des indicateurs qui puissent être communs à ces 50 études, pardon, et ces indicateurs sont plus concluants sur la base d'une méta-analyse ou d'une méga-analyse. Hein. Méta-analyse, c'est sur des recherches de premier degré. Méga-analyse, c'est sur des méta-analyses. Et donc, les principales méta- ou méga-analyses les plus souvent citées, alors je les ai évoquées ici, mais la principale, c'est la méga-analyse de Hattie, qui est un chercheur australien, 2009. Alors, c'est la synthèse de plus de 800 méta-analyses concernant 250 millions d'élèves, ce qui représente, pour certains collègues, cités ici, une base solide si on veut savoir si une pratique pédagogique est efficace ou non. Et cette méta-analyse de Hattie, cette giga-analyse plutôt, nous dit que les méthodes les plus efficaces sont les méthodes de l'enseignant activateur, grosso modo centré sur l'enseignant, plutôt que les méthodes de l'enseignant facilitateur, dans lequel on peut voir l'idée de centrer sur l'élève. Avoir besoin de synthétiser 800 méta-analyses portant sur 250 millions d'élèves pour arriver à retrouver des catégorisations de pratiques enseignantes qui sont grosso modo les figures imposées du débat pédagogique depuis des années, je ne suis pas certain que ce soit ni très utile ni très scientifique. Et donc, on voit bien comment là, et ça c'est mon point de vue de chercheur, comment la sophistication statistique vient en complément de la sursimplification, de la simplification excessive des modes de caractérisation des élèves. Parce que plus on monte en généralité pour caractériser les pratiques enseignantes, et plus on retombe sur des catégories dichotomiques ou à deux ou à trois termes, dont en fait on ne sait plus très bien ce qu'elles attrapent, d'autant plus qu'elles sont présentées comme indifférentes au contenu d'enseignement. Alors, quelles questions pose ce type d'approche? Alors, la plupart de ces travaux et de ces conclusions reposent souvent soit sur des données déclaratives des enseignants, dont on sait très bien qu'il ne suffit pas que les enseignants disent qu'ils sont socio-constructivistes, traditionnels, magistraux, etc., pour que ce qu'ils font au quotidien dans l'ordinaire des classes corresponde à ce qu'ils disent ou revendiquent de faire ou d'être, parce que c'est plutôt d'être que de faire, mais ça repose aussi sur des protocoles dont les rapports avec les pratiques effectives sont supposés aller de soi. Donc des protocoles et des modèles, je dis, qui sont souvent indifférents au contenu et à leur mode de traitement didactique, et des modes de caractérisation des pratiques enseignantes très générales, et d'autant plus discutables de mon point de vue, qu'au fur et à mesure qu'on passe d'un niveau d'analyse à l'autre, alors travaux de type expérimental, méta-analyse, méga-analyse, donc au fur et à mesure, on gomme de plus en plus les détails et les spécificités des pratiques qu'on transforme en variables pour en mesurer les effets. Alors, perdre des détails, c'est le propre de toute catégorisation.
y compris dans le langage ordinaire. Voilà. Parler de chien, c'est parler d'une espèce au détriment de la particularité de toutes les espèces de chiens ou de tous les chiens singuliers, évidemment. Pour autant, on retombe la plupart du temps sur ce que j'appelle les figures imposées du débat pédagogique. Alors, vous voyez, dans l'enquête Follow-through et les travaux de Bissonnette, c'est approche centrée sur l'enseignement versus sur l'élève. Chez Atti, enseignant activateur ou facilitateur. Chez Céline Guillemois, qui est une collègue de la Guadeloupe, je crois, qui travaille, qui est une des promotrices aussi de l'enseignement explicite, c'est enseignement explicite versus socio-constructiviste ou usuel. J'aimerais bien voir ce qu'elle met derrière la catégorie usuel. Voilà. Mais de la même manière, la plupart des travaux de type expérimentaux visent à regarder la mise en œuvre d'un protocole ou d'un dispositif dit expérimental avec un groupe témoin, mais les pratiques du groupe témoin ne sont jamais caractérisées ou pratiquées ou analysées. Donc on ne sait pas très bien ce qu'on compare. On compare un protocole avec plus ou moins de rigueur quant au rapport entre le protocole et l'effectivité de sa mise en œuvre dans les classes et la durée de sa mise en œuvre, mais on le compare avec des choses pour lesquelles on n'a en général pas beaucoup de précision. Donc, c'est des comparaisons qui sont, là encore, un petit peu problématiques. Et la plupart de ces approches, de type School Effectiveness Research ou enseignement efficace, visent à donner, c'est assez explicite, des outils clés en main aux enseignants, comme et à faire du métier enseignant un métier d'exécution ou de modélisation. Alors, je cite, vous ne l'avez peut-être pas vu, un article récent dans l'Express le 25 août 2025 qui rend compte, je cite, de l'efficacité impressionnante d'une réforme basée sur l'enseignement explicite au Maroc, reposant sur la diffusion de leçons standardisées et prêtes à l'emploi. Dans cet article, on cite Pascal Bressou que j'évoquais tout à l'heure, je cite ce que dit Pascal, l'idée était de former un minimum les enseignants au départ, puis de miser sur cette pratique pour qu'ils acquièrent eux-mêmes des automatismes grâce à ces supports, ce qui représente un gain de temps considérable. Qu'on fasse gagner du temps aux enseignants, ça peut être un objectif tout à fait légitime. Former un minimum, on peut toujours discuter. Mais toujours dans l'article, une citation gouvernement marocain, on ne sait pas très bien qui c'est au gouvernement marocain, mais je cite, « Il ne s'agit pas de robotiser nos professeurs, mais au contraire de les décharger de certaines tâches fastidieuses et de les aider à améliorer leurs pratiques pédagogiques en classe à travers des outils clés en main validés par la recherche. » Donc voilà, on voit bien comment là, la tentation de faire de l'enseignement un métier obéissant à des prescriptions ou à des recommandations est explicite, pour le coup. Alors, on peut donner un contre-exemple, je vais aller un peu vite sur l'enseignement, la recherche qu'a menée Roland Guagou avec d'autres sur le lire-écrire, et qui s'intéresse avec des méthodes d'évaluation des effets des pratiques enseignantes, s'intéresse donc à l'efficacité, mais dans une toute autre démarche qu'il appelle recherche écologique, en faisant d'abord l'inventaire des pratiques observées en classe ordinaire et en essayant d'évaluer leurs effets comparatifs en termes de valeur ajoutée sur les apprentissages des élèves, avec donc une méthode qui porte sur un nombre d'élèves de classe et d'heures de cours très, très importante, mais avec, d'une part, une observation des classes, une observation longue, 3 fois une semaine sur l'année, et une analyse qui repose sur des indicateurs liés à l'enseignement dont on vise à mesurer l'efficacité, c'est-à-dire le lire-écrire. Donc, non pas une recherche d'indicateurs qui vise à être indifférent au contenu, mais qui soit lié au contenu avec d'autres indicateurs qui puissent être plus transversaux à des contenus. Je n'insiste pas.
pourrait revenir là-dessus. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans cette recherche, je suppose qu'elle est un peu connue dans le syndicat, y compris parce que Roland a travaillé aussi avec vous. Ce qui est intéressant avec cette recherche, c'est qu'elle ne permet pas de conclure en termes de méthode ou en termes de catégorie de pratiques enseignantes très générales de type centré sur l'élève, centré sur le contenu, de type centré sur le code, centré sur la compréhension, mais montre des rapports d'interdépendance entre différents indicateurs, soit liés au contenu même, codage, enfin, apprentissage du code, ce n'est pas simplement décodage, mais c'est décodage et encodage, et apprentissage de la compréhension, en montrant que l'apprentissage de la compréhension est un peu le parent faible de l'enseignement du lire et écrire dans les classes observées, qui sont représentatives. Il insiste sur le lien entre la progression dans les activités de maîtrise du code et de compréhension des textes dont on vise la compréhension. Donc, ce qui est tout à fait important, ce sont les rapports d'interdépendance entre indicateurs qui ne permettent pas de remonter en généralité vers des pratiques qu'on pourrait caractériser comme efficaces ou inefficaces. Alors, c'est évidemment une recherche très coûteuse, difficilement réplicable, mais qui a le mérite, à mon sens, de réellement travailler sur les pratiques enseignantes et des pratiques sur des contenus spécifiés et pas de catégoriser des pratiques enseignantes de manière indépendante des contenus et parfois même de manière indépendante des modes de faire qui répondent plus aux doxas pédagogiques, aux idéologies pédagogiques qu'aux observations. J'ai mangé mon temps. Alors, je passe sur nos propres recherches, nos recherches en termes qui partent d'un autre type de questionnement qui est relevant de ce que j'ai cité tout à l'heure de Bourdieu ou de Bernstein, qui regarde comment dans l'ordinaire des classes, sans choisir des enseignants se revendiquant de telle ou telle méthode ou idéologie pédagogique. Idéologie, ce n'est pas un terme péjoratif hein, dans ma bouche, mais on regarde dans l'ordinaire des classes et ce qu'on observe comme malentendu, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'on attend des élèves qui fassent des choses dont parfois seuls les uns sont en mesure de le faire, là où d'autres ne sont pas en mesure de le faire. Pour en donner des tas d'exemples, euh, un des exemples qu'on peut prendre le plus souvent, mais je n'ai pas trop le temps, c'est les séquences où on demande aux élèves de faire des choses en manipulant des objets alors, plus ou moins concrets. Ça peut être par exemple de classer des triangles selon leur forme. Ça peut être ou de classer des objets géométriques selon leur forme. Mais ça peut être aussi de classer des mots ou des verbes selon leur terminaison. Et puis, au bout d'un moment, quand le classement est terminé ou supposé terminé, on passe à une activité où on tire les enseignements. Donc, vous avez classé, qu'est-ce que vous en concluez? Et la plupart du temps, ce qu'on observe dans les classes, c'est que soit c'est l'enseignant qui tire l'enseignement de l'activité de classement, et soit il le fait avec un certain nombre d'élèves, mais qu'un certain nombre d'autres élèves ne le suivent pas, parce que passer d'un niveau d'activité à un autre ne va pas de soi, et pour l'enseignant, ça va de soi, parce qu'il est rompu à cela, mais ça ne va pas de soi toujours, et certains élèves sont laissés sur le bord de l'encre. Je prends un autre exemple, mais je n'ai pas le temps, qui est commun à des recherches de Roland Guagou ou aux nôtres qu'on a pu mener. Roland sur des activités de lecture en SECPA et les nôtres sur l'enseignement de la philosophie en classe terminale, où on peut voir des activités partagées entre enseignants et élèves, où il s'agit de s'assurer que les élèves ont compris le contenu d'un texte, et où donc on a une activité partagée entre l'enseignant et certains élèves qui sont ceux qui ont lu le texte avec le plus de facilité, voire qui l'ont lu tout court,
et où on arrive, à coup de paraphrase partagée, à se mettre d'accord sur ce que dit le texte. Sauf que dans cette activité, l'accord sur ce que dit le texte, pour certains élèves, c'est fait à partir d'une vraie lecture du texte, là où pour d'autres élèves, il s'est fait sans avoir lu le texte ou sans l'avoir lu de manière efficace et sans avoir travaillé de manière explicite sur qu'est-ce que fait un texte pour dire ce qu'il dit. Alors évidemment, un texte de philosophie ne fait pas la même chose qu'un texte narratif en classe de SECPAM. Mais vous voyez, donc toute une série de choses qui souvent vont de soi dans l'ordinaire des classes, mais qui ne vont pas de soi pour un certain nombre d'élèves. Je prends un dernier exemple que j'emprunte encore à Roland Guagou. Voilà. Hein, mais peut-être vous l'avez entendu, puis soit dans sa bouche, soit dans la mienne, parce que j'utilise souvent. Voilà. Situation de classe que Roland observe extrêmement banale dans les classes de CP, où on demande à des élèves de donner des mots dans lesquels on entend le son A. Voilà. Donc, présupposé, implicite, on sollicite les élèves à travailler sur le registre phonologique, d'analyse phonologique du langage, ce qui est évidemment nécessaire pour apprendre à lire et écrire. Donc, premier élève propose papa. Le maître ou la maîtresse, peu importe, entérine. Est-ce qu'il a raison d'entériner? On peut se dire oui, il y a bien papa, on a bien le son A dans papa. Deuxième élève propose maman. Le maître ou la maîtresse entérine. Il a raison d'entériner? Alors, si on s'intéresse à la performance, à l'observable, il a raison. Il y a bien le son A dans maman. Évidemment, si j'introduis les choses comme ça, vous vous dites qu'il y a une entourloupe dans l'affaire. Vous allez comprendre l'entourloupe, tout au moins le malentendu possible, quand je vous dis que le troisième élève va proposer tonton. Alors, c'est magnifique cet exemple. On voudrait inventer des exemples, on n'en trouverait pas de plus beau. Si on essaie de comprendre pourquoi le troisième élève dit tonton, on voit bien qu'il dit tonton parce que la signification tonton est induite par la signification papa-maman. Donc on se met à douter de pourquoi le deuxième a dit maman. Mais il faut remonter encore au-delà, parce que ça veut dire que la situation proposée aux élèves a changé dès qu'un premier élève a proposé papa. Parce que quand on demande à des élèves, donnez-moi un nom, un mot où on entend le son A, on présuppose qu'ils vont se situer sur le registre d'analyse phonologique du langage, et il n'y a pas de distracteur de cette supposition-là. Donc le premier élève, on peut valider sans problème. Mais dès qu'il a proposé papa, il a introduit un distracteur sémantique qui peut amener les élèves, comme le troisième qui propose tonton, à se situer non plus sur le registre second d'analyse phonologique du langage, c'est-à-dire de s'interroger, non pas de faire des choses avec le langage, mais de s'interroger sur comment fonctionne le langage, comment c'est constitué. Et donc, la situation pédagogique a changé. Ben, ça ne va pas de soi. Voilà. Et alors, il ne s'agit pas forcément de lever tous les malentendus systématiquement à chaque fois, mais il s'agit d'être vigilant là-dessus. Voilà. Et donc, pour conclure, parce que je n'ai pas le temps de... Voilà. Pour conclure, ça veut dire que, de mon point de vue, alors j'ai publié un texte là-dessus, le souci d'enseigner plus explicitement, la question peut, voire doit être posée, quelles que soient les idéologies ou les pratiques pédagogiques enseignantes, que les enseignants se revendiquent d'un enseignant dit traditionnel, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou d'un enseignement dit innovant, je ne sais pas mieux ce que ça veut dire, voire même dit socioconstructiviste, je ne sais pas mieux ce que ça veut dire quand ce n'est pas spécifié dans des activités précises, éventuellement des cadres théoriques précis. Voilà. Et nous, on a trouvé ce type de malentendu, ce type de glissement, quelles que soient les pratiques revendiquées et observées des enseignants. Voilà. Et cette
nécessité de se poser la question des malentendus et de la levée des malentendus, de la levée des implicites, à mon sens, relève d'une vigilance partagée bien plus que d'une prescription de dispositifs ou de pratiques ou d'outils supposés clés en main. Alors, vigilance double. D'une part, vigilance épistémologique et didactique relevant des contenus dont on vise l'appropriation par les élèves. On voit bien dans l'exemple papa, maman, tonton. Voilà. Si on ne sait pas ce que c'est, non seulement que l'analyse phonologique du langage, mais qu'est-ce que ça requiert des élèves? De la même manière que faire de la grammaire, ça veut dire qu'il faut, d'une certaine manière, mettre en sommeil le langage comme outil pour faire quelque chose, pour s'interroger sur le langage comme objet, c'est-à-dire constituer l'expérience ordinaire qu'on a du langage comme objet de réflexion ou objet d'étude. C'est pour ça qu'est faite l'école. Mais c'est la même chose en géométrie, c'est la même chose dans tout un tas de domaines, en sciences économiques et sociales, en philosophie. Voilà. Les élèves, ils s'imaginent, ils arrivent en cours de philo, souvent en disant oh, c'est super en philo, on va pouvoir dire ce qu'on pense. Et puis ils découvrent qu'il ne s'agit pas en philo de dire ce qu'on pense, mais de penser ce qu'on dit. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Je vais un peu à la serpe là. Et donc, vigilance didactique et épistémologique au regard des objets d'enseignement, mais aussi vigilance sociale, pédagogique, voire sociologique, pour regarder qu'est-ce que savent faire, sans qu'on ait besoin de les entraîner pour ça, certains élèves qui sont construits comme élèves, c'est-à-dire dont les dispositions à l'étude sont construites antérieurement et parallèlement à leur scolarisation dans toute leur socialisation familiale. Alors, les enfants d'enseignants sont parmi les mieux construits comme élèves, euh, au moins sur le plan cognitif. Sur le plan subjectif, c'est parfois plus compliqué. Voilà. Mais d'autres élèves, et souvent originaires d'autres milieux sociaux moins familiers que l'univers scolaire, ne sont pas construits comme élèves. Et on est aujourd'hui dans un contexte de l'institution scolaire où la nécessité de construire les enfants et les adolescents comme élèves, c'est-à-dire de construire leur disposition à l'étude, la possibilité pour eux de reconnaître le travail d'étude au-delà de l'expérience ordinaire, reconnaître dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois identifier et éprouver que ça vaut le coup de s'y engager, eh bien, ces dispositions ne sont pas également construites chez tous les élèves et il s'agit de les construire et ne sont jamais construites une fois pour toutes. Et des difficultés voisines qu'on peut observer dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement au collège, dans la compréhension de texte ou dans le commentaire de texte en cours de philosophie, ont pour une part une même nature, même si évidemment, ils ne sont pas équivalents et ils ne nécessitent pas forcément les mêmes outils de traitement. D'où donc la nécessité, hein, c'est ce que j'ai évoqué dans la citation qui est là, donc citation d'Anne-Marie Chartier, les enfants de milieu populaire ont plus que d'autres besoin d'apprendre l'école pour apprendre à l'école, c'est-à-dire d'être construits comme élèves. Samuel Joshua, hein, les professionnels de l'école ne peuvent pas se dispenser de construire chez tous les élèves les dispositions au travail d'études dont tous ne disposent pas et qui ne peuvent pas être considérées comme construites une fois pour toutes. Et à cet égard, les couples, ce que j'ai appelé les figures imposées du débat pédagogique, tradition, innovation, centré sur l'élève, centré sur les... etc., à mon sens, n'ont pas beaucoup d'intérêt parce qu'elles risquent de nous empêcher de penser et d'aller dans le détail des pratiques enseignantes. Et l'enfer, comme le paradis, est toujours dans les détails. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-Yves, de cette intervention. On peut peut-être prendre quelques réactions ou questions. Et pendant que vous réfléchissez à votre question ou à votre réaction, je voulais juste dire qu'on a des camarades du SNUIPP 46 qui sont en train de publier sur leur site, ils avaient commencé avant l'été, des épisodes de déconstruction de l'enseignement explicite. Et nous, au secteur éducatif, on a trouvé ça extrêmement intéressant. Oui, oui, oui.
Et je voulais juste donner cette illustration. Le camarade qui a publié ces 2 premiers épisodes-là disait par rapport aux méta, méga, giga analyses qui en fait servent d'argument d'autorité pour imposer les protocoles qu'on nous demande d'appliquer, il disait en gros, voilà, je dis, il disait en gros, c'est comme quand vous avez la tête dans le four et les pieds dans le congélateur et qu'on dit que la température moyenne est bonne. Je trouvais que c'était une bonne illustration de l'utilisation de ces méta-giga-analyses comme argument d'autorité pour nous dire c'est ça qui est à faire, point barre. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a éventuellement, ouais, réaction, question. Non? C'était suffisamment explicite, Sandrine? C'est suffisamment explicite? Bon, allez, il y en a deux. Adrien puis Justine. Il y en a un là. Il y en a un là. Ouais. Tu passeras à Justine au fond après? Oui, ben, merci beaucoup pour cette intervention euh, qui est claire de les tensions qu'on peut vivre syndicalement autour de ces questions-là et autour de tout ce qui se joue autour de la mise sous tutelle du métier. Euh, le, euh, c'est comment, sur tout ce que tu as pu nous présenter, c'est comment en fait, c'est plus une réflexion, c'est une intervention pour tout le monde là. C'est comment on en fait un objet syndical à part entière qui voit en fait dans une controverse scientifique qui débouche sur des politiques éducatives régressives, comment on en fait des controverses pédagogiques qu'on utilise syndicalement pour amener les résistances nécessaires aux politiques éducatives menées. Et moi, il me semble que tout ce que tu as pu développer sur justement sur l'aspect de controverse scientifique, sur les faiblesses épistémologiques, sur le peu de pertinence d'un certain nombre de résultats au vu des pratiques réelles. C'est un des points fondamentaux qu'on doit prendre dans notre escarcelle pour mener le combat sur l'imposition de ces pratiques-là. Et l'autre aspect, c'est, mais qui certainement, enfin, je ne sais pas s'il est documenté par la recherche, c'est est-ce que, y compris en utilisant leurs armes, euh, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de disqualification des affirmations qu'ils peuvent tenir? Je pense à ça parce que, par exemple, quand nous, on peut avoir recours aux évaluations PISA pour disqualifier les politiques éducatives menées en France, on utilise les outils de l'adversaire, mais on en fait, voilà, on fait du judo avec ces outils-là pour arriver à nos fins. Donc, c'était la première remarque. La deuxième, c'est aussi montrer, et ça, c'est un discours enfin, c'est un travail qu'on va devoir mener certainement dans le secteur éduc, c'est comment montrer qu'en fait, avec l'enseignement explicite, il y a un processus de masquage de tout ce et tout ce qui est pertinent pour rendre les apprentissages les plus efficaces et les plus égalitaires possibles. Comment en fait l'enseignement explicite construit, fabrique, augmente l'implicite scolaire. Alors oui, bah, merci beaucoup pour cette intervention. Alors moi, ça va un peu être, c'est un peu comme Adrien, parce qu'en écoutant l'heure de conférence, je me questionne beaucoup sur la formation initiale. Mais, enfin, parce qu'évidemment, là, on est en pleine réforme de la formation initiale. Quand on entend la mise sous tutelle du métier, déjà au sein des écoles, au sein des formations, des formations REP+, par exemple, où à l'heure actuelle, on formate les collègues à appliquer l'enseignement explicite, on les formate à faire des échelles descriptives pour essayer de déterminer des apprentissages les plus simples possibles vers le plus complexe, et ce qui est très compliqué pour des collègues qui se rendent compte eux-mêmes que ce n'est pas viable, parce qu'on leur dit de couper un apprentissage avec des élèves qui se retrouvent
enfin, qui passent pas par les étapes qu'on leur demande de faire, et donc c'est toujours très flou. Et en même temps, on leur demande d'appliquer ça. C'est à ça qu'on les forme en animation pédagogique et sur les temps de formation REP+. Et là, dans la réforme de la formation initiale, on voit bien qu'on est encore plus sous une mise sous tutelle du métier, et notamment sur ces questions. Enfin là, je n'ai pas lu l'article de l'Express sur comment ça s'est passé au Maroc, mais je me dis, il faut absolument que je réussisse à le trouver pour voir comment au Maroc ils ont appliqué ça et comment en France on est en train de le mettre en place. Et du coup, j'ai cette question, elle rejoint enfin, toutes les questions qu'on peut se poser au niveau syndical sur comment faire en sorte que nos collègues ils aient accès à cette controverse qu'on leur refuse en France quelque part, puisque c'est ce que vous disiez sur le fait qu'en France, la controverse scientifique, elle est euh, pas mise en scène. En tout cas, on n'en a pas. Si on ne va pas chercher, on ne peut pas la connaître. Et comment aussi on peut montrer que il y a un aspect systémique, un effet systémique à toute cette politique éducative, et que là, ça va partir de la sortie du bac, mais finalement avec des personnes qui auront été formatées avant jusqu'au bac, et puis sortie du bac, boum, formatage à devenir enseignant, et du coup, on va rester dans ce système-là continuellement. On prend une dernière question-intervention et après, ce sera la parole à Jean-Yves. Oui, bonjour. Merci pour l'intervention et la précision de la fragilité scientifique, en particulier de l'enseignement explicite de Bissonnette. Au-delà de cette fragilité-là, la question que j'avais, moi, c'est comment on travaille aussi pour déconstruire cette vision de l'enseignement explicite par rapport au risque d'une conception du plus simple au plus complexe, tu le disais, qui sous-tendait les choses, d'automatisme aussi, c'est-à-dire d'un modelage et d'automatisme, et qui risque justement d'accentuer les malentendus dont tu parlais par rapport au sens des savoirs, des apprentissages, et de ne pas aller justement vers un lever d'implicite pour des apprentissages émancipateurs, pour faire un peu à la louche et pas prendre trop de temps dans ma question. Oui, merci. Alors, d'abord sur le refus d'accès aux controverses. Moi, ben, la recherche, la science, c'est d'abord de la controverse. Ce n'est pas des vérités. Les vérités sont toujours provisoires, etc., quelles qu'elles soient. Et moi, je trouve, par exemple, assez surprenant, c'est un euphémisme, que le document que j'évoque du Conseil scientifique de l'éducation nationale, quand même, rédigé par Pascal Bressou, professeur d'université, qui est un collègue tout à fait respectable, voilà, que ce document ne dise pas un mot des travaux d'inspiration sociologique. Bourdieu n'existe pas dans ce document. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, soit la plume de Pascal Bressou est serve, ce que je ne crois pas, soit elle est contrainte. Voilà. Mais voilà, c'est quand même ahurissant. La bibliographie ne comporte aucune référence de travaux français à part les siens. Et il travaille sur l'éphémètre depuis des années et ce qu'il fait est de qualité. Voilà. Donc c'est quand même surprenant. Voilà. Alors, au mieux surprenant. Voilà. L'article de l'Express, vous pouvez le lire, il n'y aura rien. Hein, ils ne nous disent rien parce que si la qualité du débat médiatique sur l'éducation est à peu près aussi grande que la qualité du débat politique. C'est scandaleux. Mais moi, il m'est arrivé de dire à quelqu'un du ministère que si on menait une politique de transport avec aussi peu de sérieux qu'on mène des politiques éducatives, il y aurait des trains qui dérailleraient tous les jours. Donc voilà, ça c'est quelques éléments. Alors après, sur ce qui est compliqué, c'est que je n'ai pas eu le temps de tout dire là, c'est que il faut regarder dans le détail, ce n'est pas forcément de penser que ce type de recherche, de type évaluation des effets, maître, classe, établissement, etc., est sans intérêt. Où seraient les armes de l'ennemi? Je ne crois pas ça. Je le dis tranquillement. Par contre, il faut regarder dans le détail. Prenons PISA, par exemple. Il faut regarder dans le détail qu'est-ce que ça nous dit et qu'est-ce que ça ne nous dit pas. Quelle imputation on peut en tirer ou pas. PISA, c'est quand même quelque chose. Il se trouve qu'on a travaillé dans notre labo sur une analyse secondaire de PISA 2000.
c'est quand même fait de manière très sérieuse. Voilà. Et ce que PISA nous dit, et c'est fait pour ça, c'est que ça permet de regarder, de caractériser des systèmes éducatifs au regard à la fois de l'efficacité de leur système d'enseignement en termes de moyenne de performance avec les outils qu'on utilise, évidemment, mais ils sont discutables, mais ils ne sont pas si mal foutus que ça. Et au regard d'un deuxième indice qui est tout à fait nécessaire, c'est la dispersion, c'est-à-dire le degré d'inégalité. Et de ce point de vue-là, on a, à mon avis, sans avoir besoin de faire de judo, mais comme je suis totalement incompétent en judo, donc je vais peut-être dire des conneries, on peut utiliser les résultats fiables de PISA pour ça, c'est-à-dire qui montrent qu'il y a des pays où le poids de l'inégalité sociale sur l'inégalité scolaire est plus ou moins grand, et la France est un des champions du monde pour ça, que dans ces pays où le poids de l'inégalité sociale est grand, ce sont souvent des pays qui soit n'ont pas de l'équivalent du collège unique ou de la comprehensive school, ou sont revenus en arrière. Et c'est le cas, par exemple, en arrière de la République tchèque, ça a été le cas de la Pologne, qui a un peu changé son fusil d'épaule. Soit des systèmes éducatifs dans lesquels les élèves de même caractéristiques sociales ou socio-économiques sont plus souvent les uns avec les, enfin, plus souvent dans des milieux homogènes. Voilà. Ce qui est le cas de la France pour deux raisons. Donc, à la fois ségrégation résidentielle et ségrégation scolaire, et politique de redoublement, puisque les élèves de 15 ans sont évalués par PISA, sont soit en seconde, soit sont des premières pour très peu d'entre eux, soit en troisième, etc. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc maintenant, il faut regarder, PISA ne nous dit pas, c'est quelles sont les causes où ça passe, les constats que les appareils statistiques permettent de faire. Et de ce point de vue-là, il faut, là-dessus, c'est des choses assez simples, mais explication statistique ne vaut pas explication causale. Ça, c'est très L'explication statistique, c'est-à-dire vous regardez, c'est le modèle expérimental. Quand on compare des choses, on compare une variation, la variation d'une variable. Alors ça peut être le modèle de pratique pédagogique tel qu'on l'a catégorisé, en deux items ou 9 ou 22, peu importe. Et on regarde la variation de cela, toute chose étant égale par ailleurs, comme on dit. Mais c'est jamais toute chose étant égale par ailleurs. C'est toute variable introduite dans le modèle statistique égale par ailleurs. C'est pas la même chose. Et donc, on regarde la part de la variance, c'est un peu technique, c'est-à-dire la part de la variation des résultats qu'on peut attribuer à telle variable, donc qu'on fait varier, plutôt qu'à telle autre qui sont restées invariables dans les comparaisons. Mais ça ne veut pas dire que ce que disent les variables, des généralisations qui laissent de côté des tas de choses, que c'est ça qui rend compte de la causalité des phénomènes dont on mesure les variations statistiques. Et ça vaut aussi bien pour dire que explication statistique ne vaut pas explication causale, et que donc, c'est pas parce que, grosso modo, on a catégorisé, on a observé que le modèle discentré sur l'enseignant, ou sur l'enseignement plutôt, est plus pertinent que le modèle discentré sur l'élève. Encore regarder qu'est-ce qui rentre dans ces catégories et qu'est-ce que ces catégories attrapent ou n'attrapent pas. A contrario, on peut très bien observer que l'enseignement explicite, dans certaines classes, voire dans certaines unités plus grandes, produise des effets positifs sans que ça valide le modèle théorique de l'enseignement explicite. Je prends un exemple. Vous avez tous entendu parler des choses qui étaient en vogue il y a quelque temps, qui s'appelaient les modèles de gestion mentale, inspirés par Antoine de La Garandrie.
Cette idée que les élèves auraient une mémoire visuelle ou une mémoire auditive ou éventuellement une mémoire kinesthésique et qu'il faudrait entraîner cela, voir que les pratiques d'enseignement se collent là-dessus. Cette théorie mémoire visuelle n'a aucun fondement scientifique. Aucun. Pour autant, si des enseignants, dans leur pratique, soit d'enseignement, soit d'aide aux devoirs, croient faire du Lagaranderie, mais en faisant du Lagaranderie, s'intéressent à la manière dont travaillent leurs élèves, ils peuvent produire des effets d'amélioration de ce qui se produit dans leur classe sans que ça valide le modèle de Lagaranderie. Et si des enseignants qui croient faire du Bissonnette, en prenant au sérieux la question du feedback, des interactions dans la pratique guidée, font des retours qui facilitent l'élucidation par les élèves des stratégies cognitives qu'ils mettent en œuvre et éventuellement leur rectification, ça peut produire des effets qui ne valident pas le modèle théorique de Bissonnette. Donc, si on ne couple pas des travaux quantitatifs qui visent à des mesures d'effet, d'une interrogation sur les catégories qu'ils utilisent, quelles sont les variables qu'ils construisent et à partir de quoi? Quel est le rapport qu'ils font entre explication statistique et explication causale? Et là, il y a un abus. Alors, la plupart des travaux, les travaux sur les effets établissement ou les effets maîtres sont intéressants, mais à condition de les prendre prudemment. Il ne s'agit pas de dire que effet constaté dans un établissement est effet produit par l'établissement, parce que chacun sait que les établissements sont interdépendants. Si vous travaillez dans un quartier et un établissement, un collège, REP+, évité par des phénomènes de quasi-marché scolaire entre établissements publics ou entre public et privé, vous travaillez ce qui se passe dans un établissement est aussi pluridéterminé par ce qui se passe dans les autres. Voilà. Si vous écrémez dans les internats d'excellence les meilleurs élèves des milieux populaires, vous produisez des effets dans les collèges où ces élèves ne sont plus. Voilà. Donc, pensons, voilà, et les choix de modélisation statistique ne sont jamais scientifiquement ni socialement neutres. Donc, il faut déconstruire tout ça, non pas pour dire que tout ça est sans intérêt, mais pour dire que chaque recherche a un apport et des conditions de généralisation limitées. Et pour ça, il faut être armé. C'est notre boulot en tant que chercheur de discuter entre nous de ça. On passe notre temps à, soit à des controverses publiques ou pas publiques, soit dans des expertises articles pour des revues scientifiques. Mais du point de vue du débat social, il est important de faire ça. Sinon, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et les trains déraillent tous les jours dans les classes. Et ça, pour moi, c'est majeur. Donc, ça vaut pour la formation initiale comme pour la formation continue. Et effectivement, sur le simple et le complexe, là encore, entretenons la controverse. Non pas pour dire, ce n'est pas au syndicat de choisir ses chercheurs, mais en disant, voilà, les questions ne sont pas aussi simples qu'on voudrait nous le donner à voir, à le croire. Voilà. Le simple et déterminer ce qui est simple ou ce qui est complexe dans l'enseignement de la lecture, c'est quoi? J'étais récemment dans une intervention où il y avait une collègue de Lausanne qui nous montrait dans une moyenne section de maternelle comment deux élèves, en manifestant milieu culturel privilégié, avaient parfaitement compris ce qu'est le sens de la lecture, c'est-à-dire avaient raconté une histoire à deux voix à partir d'un supposé album qu'elles auraient écrit, où il y avait des feuilles de papier qu'elles montraient au public et où il y avait effectivement des dessins, des traits, etc. Voilà. Et bien là, le sens de la lecture est un outil précieux pour l'apprentissapprentissage de ce qu'on appelle les compétences de base, mais je ne sais pas trop ce que c'est que la base, que sont l'appropriation des systèmes de correspondance graphème-phonème, du codage et de l'encodage. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Et pour ça, l'expérience enseignante est majeure. Et on peut considérer que la position d'expertise dans laquelle sont sollicités de plus en plus les chercheurs
et dans laquelle un certain nombre de chercheurs se complaisent de plus en plus, voilà, est une position de mépris du travail enseignant, de mépris du travail tout court, mépris du travail enseignant, mépris du travail des élèves. Voilà. Parce que la connaissance n'est jamais en mesure de prescrire l'activité, de prescrire l'expérience, même dans le domaine des activités physiques. Il y a longtemps qu'on sait que la technique, ce n'est pas la science appliquée. La technique précède souvent la science. Tous les travaux de Canguilhem ou de Bachelard montrent ça. Voilà. Donc, soyons vigilants sur ces questions-là. C'est des questions, vous voyez, qui sont des questions pédagogiques, mais c'est des questions sociales majeures. Parce que sinon, on est dans une société de l'expertise et on nous dit, vous n'êtes pas d'accord avec la réforme des retraites, c'est que vous n'avez pas compris le nouveau rapport des générations, donc on va vous réexpliquer. Et les politiques se transforment en mauvais profs. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves. On va s'arrêter sur cette conclusion qui est parfaite, je pense. Et puis, on se retrouvera dans tous les stages, les colloques, tous les travaux du secteur éduc qui restent à votre disposition pour poursuivre le débat entre militants, mais aussi avec, bien sûr, tous nos collègues. Merci beaucoup, Jean-Yves.